Christine Lourdelet, secrétaire générale d'une association. Donc, je ne suis pas nécessairement une PME, sauf que nous avons quand même 2 salariés. Nous avons 4000 membres et je ne sais pas trop par quel bout commencer. Donc, j'ai entendu parler de registre. C'est quoi ce registre? C'est une liste de données, une liste de traitements? Voilà, vous êtes tenu, voilà. On va prendre 2-3 questions et ces dames pourront répondre, mais après, et pas entre elles. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, monsieur. Oui, Alexandre. Alors, moi, je suis élève avocat. J'avais une question qui était en lien, justement. Il me semble que le RGPD n'est pas limité au traitement des données fait par les entreprises. Ça s'applique aussi aux collectivités territoriales et à tout responsable de traitement, en fait. Donc, quid des associations? Elles ont exactement les mêmes règles qu'on applique aux entreprises. Et ma deuxième question, c'était par rapport à l'ICANN, justement le fait de ne plus faire figurer les données personnelles sur le WIS. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est contraire à l'esprit du RGPD, c'est-à-dire de pouvoir faire confiance aux sociétés ou aux groupements qui sont responsables de nos données, et donc quelque part de pouvoir les identifier, parce que c'était un outil qui permettait d'identifier des sites dont on n'avait pas forcément une identification directe par l'image de marque comme n'importe quel site commercial. Voilà, merci beaucoup. Troisième et dernière question, au moins pour le première série. Oui, madame. Stéphanie Martinier, avocat. Je voudrais revenir sur cette problématique de la validité des clauses indemnitaires dans les contrats entre sous-traitants responsables de traitement, parce que je n'ai pas très bien compris ce que vous avez expliqué s'agissant du raisonnement de la CNIL. Il s'agit évidemment de clauses qu'on essaye, dans la mesure du possible, de négocier. Donc j'aimerais que vous clarifiez un petit peu le raisonnement de la CNIL sur ce point. Merci. Donc il y a trois questions là en boîte. Le registre, quel est le contenu? Quel est le champ de compétences du RGPD? Et 3, ces clauses indemnitaires. Alors, je vais essayer de répondre aux 3 questions qui sera peut-être complétée, si elle le souhaite, par France. Concernant la première question, sur les associations, vous bénéficiez avant, jusqu'à l'entrée en application du RGPD, d'une dispense. À présent, donc, ça dépend un petit peu de votre importance. Il y a des associations qui sont plus que des grosses PME. Donc, tout dépend un petit peu de votre importance. Alors, en l'occurrence, vous devez quand même, sauf si vous faites des traitements occasionnels, parce que ce que je voudrais préciser, c'est qu'il y a eu aussi un gros retard à l'allumage concernant les PME, parce qu'on leur disait en dessous de 250 personnes, vous n'avez pas l'obligation de remplir un registre, et on oubliait les exceptions. Sauf si vous faites un traitement occasionnel, vous devez tenir un registre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce registre? Ce registre, c'est un fichier Excel dans lequel vous allez avoir des onglets. Dans ces onglets, vous allez avoir, pour chaque onglet correspondra un traitement que vous mettez en œuvre. Tout à l'heure, France a parlé, par exemple, des salariés. Si vous avez des salariés, je ne sais pas si vous avez de la prospection, tout dépendra des traitements que vous avez. Je ne peux pas vous remplir à votre place. Et puis, dans chaque fiche de registre, vous devrez mentionner pourquoi vous faites ce traitement, quelle est la finalité, quel est l'objectif de ce traitement, quelles sont les données dont vous avez besoin, quelles sont les durées de conservation, quels sont les destinataires, et ainsi, quelles sont les mesures de sécurité que vous avez prises. Est-ce que ces données, il y a des flux transfrontaliers, est-ce que vous les exportez? Tout ça sera mentionné dans le registre. Concernant la deuxième question sur... vous avez posé l'ICANN, sur l'ICANN, c'est ça? L'étendue aussi, l'étendue d'application. L'étendue de l'application. Qui est dans le champ d'application du RGPD? Monsieur disait, il y a les PME, il y a... Je crois que c'était la même question sur l'association. Je crois que j'ai répondu, puisque j'ai répondu à la dame. Concernant justement cette nécessité, comme vous dites, de transparence, pour vous, c'est ça, qui répond justement à cette nécessité de transparence qu'offre le RGPD. Alors moi, par exemple, pour votre information, j'ai pris le nom de domaine dataexpert.fr. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce cadre-là, l'ACFNIC ne transmet pas les données personnelles.
le .fr. Par contre, vous êtes soumis justement au WIS pour les autres extensions, comme le .com, etc. Donc moi, j'invite tout le monde à prendre le .fr. Troisième question, c'était concernant la CNIL. Oui, concernant la CNIL. Alors là, je vais vous répondre très très simplement. Tout à l'heure, France a parlé du guide du sous-traitant qu'avait justement publié la CNIL. Dans ce guide du sous-traitant, à la fin, vous verrez, elle a publié, donc elle a proposé des clauses contractuelles qui ne sont pas encore les clauses contractuelles type. On est dans l'attente de ces clauses contractuelles type et qui vous permet exactement d'avoir justement une trame pour ces clauses et qui vous permet justement de lister toutes les obligations du sous-traitant. Et juste sur le registre pour assurer l'association, sur le site de la CNIL, vous avez un modèle de registre en ligne qui est très facile à télécharger et que vous pouvez tout à fait compléter et qui vous servira de très bon tableau de bord. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué à remplir. En ce qui vous concerne, vous avez la gestion de la paye, la gestion des clients, vous n'avez pas beaucoup de traitements. Donc ça ne va pas être très très long. Oui, madame, alors vous avez, sur les clauses indemnitaires, vous souhaitiez rebondir, comme on dit. Non, c'est juste, oui, j'ai vu le modèle de la CNIL dans le guide du sous-traitant, mais je trouve que ça n'aborde pas un certain nombre de problématiques très concrètes. J'avais cru comprendre que vous disiez que la CNIL n'accepterait pas ou ne considérerait pas comme nécessairement valables les clauses dans lesquelles on alloue vraiment la responsabilité avec, par exemple, des plafonds monétaires de prénégocier de responsabilité en disant jusqu'à tel montant, ça sera vous qui serez responsable, sous-traitant, en cas de problème, par exemple. Mais peut-être que j'ai mal compris. Non, vous avez bien compris. Oui, mais là, on a un petit désaccord. Ça peut arriver. Non, je pense que ça va être tranché par les juridictions, puisque quel que soit l'intitulé que vous donnez à un contrat ou la qualification juridique que vous donnez à une clause, en fonction de la situation factuelle dans laquelle vous vous trouvez, ça sera requalifié. Donc en pratique, il va falloir s'intéresser aux clauses d'assurance surtout. Et puis avec la réforme du droit des contrats, on a un magnifique terrain de jeu pour les avocats contentieux pour remettre en question les contrats ensuite. Puis surtout, bien entourer la négociation du contrat de sous-traitance sur les informations qui nous sont données, notamment sur le système d'information et la façon dont on va mener ou pas les audits. Par exemple, sur les consentements. Lorsque vous interrogez des informaticiens sur l'horodatage des consentements, une base de données, on vous explique que, notamment sur les bases prospects, mais il va falloir, la base légale, c'est le consentement. Très bien. Je suis sous-traitant. Toujours très bien. Et la CNIL m'explique que je dois répondre aux audits qui seraient susceptibles d'être diligentés par mon responsable de traitement. Il n'y a pas dans le RGPD, ni dans la CNIL 3, de précision sur la façon dont on recueille les consentements. Il n'y a rien d'écrit, rien d'obligatoire. Donc ça, c'est la première source d'interprétation. Mais après, on fait du droit. Donc quand on remplit le contrat, il va falloir qu'on soit assez précis sur la façon dont on va demander, notamment aux data brokers, qui travaillent pour des groupes qui sont dans le numérique, de nous justifier du recueil des consentements sur un format, pas simplement horodatable pour avoir la date, l'heure, l'adresse IP, mais auditable. Et là, c'est de la technique. Qu'est-ce qui va nous permettre d'assurer la sécurité juridique du recueil des consentements? Est-ce que je pars sur une technologie blockchain cryptée, inviolable, etc. Comment je justifie des consentements en fonction des politiques de confidentialité? Parce qu'on parle de consentement qualifié. Aujourd'hui, on a une avalanche de politiques de confidentialité qui changent depuis le 24 mai. Donc, en plus, on n'était pas particulièrement prêt. La CNIL 3, elle est très récente. Donc, les politiques de confidentialité, elles vont changer. Le recueil des consentements, il est donné en fonction d'une information qui lui est donnée en amont. Donc, quel est le dispositif auquel je vais faire confiance pour pouvoir justifier auprès de mon responsable de traitement de la façon dont j'ai recueilli le consentement sur un format auditable et horodatable. Et là, il faut regarder ce que la technologie nous amène. On a des sociétés qui nous vendent des produits très bien. Et là, il faut regarder ça également. Et les clauses d'assurance. Je remercie France, qui reste absolument pas anxiogène.
Pour ceux, parce que tout le monde n'est pas dans le jargon, CNIL 3, c'est en fait la loi qui a été adoptée récemment, voilà, qui est la troisième loi française, d'abord celle de 1978, corrigée en 2004 par la transposition de la directive 95/46, et la CNIL 3, ou loi informatique et liberté 3, qu'elle vient d'être adoptée. Alors, je voulais un peu rebondir sur les différentes techniques. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis directrice adjointe d'un établissement public, directrice juridique adjointe, et on a commencé à regarder effectivement dans nos marchés publics les clauses à mettre, et ça se révèle un peu complexe. Néanmoins, quand je vous entends parler pour la PME-PMI qui est sous-traitante et dans lequel le donneur d'ordre, voilà, j'allais dire, le donneur d'ordre peut tout à fait diligenter un audit. Ça va impliquer, comme le disait madame, une évolution de technologie. Et quand vous posez la question pourquoi les PME, PMI ne se sont pas jetés à bras-le-corps dans le RGPD, bah, tout simplement parce que ces évolutions technologiques sont hors de prix. Aujourd'hui, il n'y a que quelques entreprises qui peuvent répondre aux exigences du RGPD en matière technique. Moi, quand j'ai essayé dans mon propre établissement de mettre en œuvre simplement le suivi du consentement, et pas seulement en eurodatage, parce que l'eurodatage, on l'avait, il n'y avait pas de souci. Mais après, j'ai été voir la CNIL et je leur ai dit, mais attendez, vous voulez l'eurodatage ou vous voulez toute la traçabilité du premier jour jusqu'au moment où je vais me resservir de la donnée? Et ils disent, bah, c'est ça qu'on veut. Attendez. Une évaluation de ça. Alors, je sais bien, nous sommes un établissement public, nous avons effectivement de nombreuses connexions, ça c'est sûr. Mais néanmoins, j'imagine ça au niveau de la PME. C'est extrêmement douloureux, si je puis dire. Et il n'y a aucune aide pour les PME là-dessus. Il y a peut-être une réflexion aussi. Faciliter le passage au RGPD pour les PME, c'est aussi peut-être faciliter le financement des nouvelles technologies, leur permettant de répondre, y compris à un audit ou aux autres obligations, bien évidemment, définies. Alors, je partage complètement votre avis, madame, puisque j'avais dit que la marche était vraiment très haute pour les PME et que justement, c'est pour ça que justement, on avait pensé à faire ce guide pratique. Donc, je le comprends tout à fait. Vous avez tout à fait raison, d'autre part, de dire que ces PME, elles ont aussi un devoir de conseil, d'assistance. D'assistance, on oublie ça aussi. C'est-à-dire que, imaginons qu'elles reçoivent instruction d'un responsable de traitement et que cette instruction, elle est en violation avec le règlement, eh bien, c'est à la petite PME de lui dire que justement, son traitement est illicite. Donc, vous voyez la complexité pour la PME. C'est pour ça que j'ai dit que c'était vraiment très complexe pour la PME. Je voudrais dire deux précisions. D'une part, pour le consentement, parce que vous avez dû recevoir, comme tout le monde, une avalanche de mails le 25 mai, qui était vraiment, à mon sens, ridicule, parce que le consentement, on pense que c'est le seul fondement juridique. Non, ce n'est pas le seul fondement, c'est un des fondements, donc voilà. Et la deuxième chose, concernant les contrats, puisque vous parlez de qualité de sous-traitant ou de responsable de traitement, il faut savoir que même dans les contrats, des fois, on se qualifie de responsable de traitement, et puis, in concreto, finalement, on n'a pas de marge de manœuvre, on n'a pas l'aisance qu'on veut avoir, etc. Et on se retrouve sous-traitant. Donc en fait, c'est pour ça que moi, je prône pour la médiation, parce que je pense que tout se définira in concreto. Merci. Pascal Valence, avocat au barreau de Paris, enseignant à l'Université de Lorraine. J'abonde un petit peu, je suis la question précédente. Je me souviens de la mise en place de la loi Aubry en matière de droit social qui est extrêmement complexe. Il y avait un système d'appui-conseil pour les entreprises. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, là je m'adresse un peu aux législateurs, c'est peut-être un peu tard, de proposer justement une forme d'appui-conseil aux PME qui les aiderait à monter cette marche qui est si haute? Oui, je pense que c'est une excellente idée, d'autant qu'on est capable, dans le domaine, par exemple, de la direction des impôts, on a vu quand on a lancé le CICE, ce sont les fonctionnaires
de l'administration fiscale qui se sont fait les promoteurs auprès des entreprises sur comment ils pouvaient au mieux utiliser le CICE. C'est pas sans poser de problème parce que ces gens-là sont placés à une rue d'ici, rue Garancière, et c'était précisément les gens qui faisaient la surveillance dans les PME sur la taxe, sur les fraudes à la TVA. Et tout d'un coup, on a dit à plusieurs dizaines de personnes, c'était même 200 personnes, qu'elles devaient aller faire dans les mêmes entreprises la promotion du CICE. Mais cela a été fait. C'est-à-dire que quand la volonté politique effectivement existe, moi je suis plus inquiet aussi d'une manière générale, c'est sur les capacités toujours de mise en œuvre des lois du gouvernement. Dans la plupart des pays européens où le RGPD donc, entre en œuvre, l'équivalent de la CNIL, les CNIL nationales ont vu leurs effectifs progresser de 10 à 25%. Il n'en est pas de même. Donc la difficulté, c'est que toujours l'organisme en question, se sentant débordé, renvoie un maximum de responsabilités aux entreprises ou aux collectivités de leur fournir finalement les éléments les plus détaillés pour assurer un traitement à la fois statistique, des analyses de corrélation, des réponses qui sont données, etc., sans que nous soyons dotés des instruments nécessaires. C'est un vrai sujet. Moi, je l'ai soulevé dans plusieurs documents, notamment le travail que j'ai fait concernant le développement des objets connectés. C'est exactement pareil. Et puis, on a une multiplication. Alors, on parlait, là, on va passer après tout à l'heure aux collectivités territoriales, mais tout ce qui est sur l'open data, tout ça arrive en même temps. Dans des unités, dans des entreprises, dans des collectivités qui n'ont pas les moyens et en plus parfois la culture pour ça. Donc tout à fait d'accord, mais nous on est preneurs des suggestions. Après la loi, vous savez comment elle s'élabore. Là, celle-ci s'est faite un peu rapidement et je l'ai dit selon des procédures où on a travaillé une partie des parlementaires seulement ont travaillé. Les gens de la commission des lois, je dis, sont des très bons juristes, mais c'est important. La commission des affaires économiques, notamment pour les entreprises, la commission des affaires européennes sur la dimension d'adaptation, de cohérence du droit européen, aurait été un tout petit peu plus consultée en amont. Peut-être qu'un certain nombre de choses se seraient produites de meilleure façon. Mais je l'ai rappelé quand en 2012, on a commencé à réfléchir bien avant l'affaire Snowden. J'avais été rapporteur sur le sujet et à l'époque, on avait fixé cette barre de 250 salariés dans les entreprises. Je dis que c'était complètement ridicule parce que 3 ans auparavant, une société comme Facebook, et à l'époque, ce n'était pas la question du nombre de données personnelles qui étaient traitées, c'était vraiment la taille d'entreprise qui était le seul critère. Et bien, 4 ans auparavant, Facebook comptait 190 personnes, mais déjà salariés. Donc n'aurait pas été éligible à la loi telle qu'elle avait été premièrement formulée, alors qu'elle traitait déjà plusieurs dizaines, je crois qu'elle traitait déjà 700 millions de données de comptes personnels. Donc malheureusement, et je le dis, on peut incriminer le législateur. Moi j'incrimine quand même un petit peu, beaucoup, l'administration française ou les administrations qui élaborent ces textes, parce qu'on a la chance, certains, de venir de l'entreprise, de plus en plus nombreux dans le Parlement. Malheureusement, d'autres personnes qui élaborent les textes en amont n'ont pas cette expérience, et donc la confrontation à la réalité devient difficile. Pour une fois, je vais essayer d'apporter juste un petit sourire sur la fin. Bon, je vais vous rassurer. Je pense qu'effectivement, on attend des dotations. Je crois d'ailleurs qu'il y avait un avènement qui avait été voté pour les collectivités locales par le Sénat. Donc il y a une vigilance évidemment sur ce financement. Mais j'ai envie de vous dire, on fait de la propriété intellectuelle au cabinet et l'INPI propose aux PME ce qu'on appelle le pass pays. Ça peut monter jusqu'à 6 000 €. Mais pourquoi pas ne pas faire exactement la même chose? On sait le faire pour la propriété intellectuelle, pour les dépôts de marque. Quand aujourd'hui les véritables enjeux sont autour de la data et ce que l'on peut monétiser, c'est aussi de la propriété intellectuelle, hein, la notion de production de bases de données, puisque c'est protégé par le droit d'auteur et le droit sui generis. Mais on peut essayer de s'emparer peut-être du pass pays, de demander un pass data, à y réfléchir, premier point. Donc ça, c'est les sources de financement. Et deuxièmement, il y a le financement, puis il y a l'imagination. Et en France, on a quand même des outils fabuleux, il faut savoir le dire, tels que le crédit impôt recherche. On est quand même les champions du monde des startups. Alors, les solutions sur le redatage auditable des consentements, ce que vous êtes en train de me dire, vous me dites, bon, c'est très cher. J'ai envie de vous dire, regardez ce que nous sommes capables de faire.
On a aujourd'hui des petites sociétés, des petites start-up, si on veut essayer de les garder en France, dont une qui s'appelle, je peux donner le nom, Chantago, qui a fait de la blockchain du consentement, c'est pas mal du tout, qui est sur Bordeaux. Vous avez Montpellier, une autre petite société qui s'appelle Acceptio, et qui a fait un petit logiciel qui marche très bien sur du recueil horodatable du consentement et auditable. Ça fonctionne. Pourquoi? Comment elles ont fait? Elles ont fonctionné, ça n'a pas coûté très cher. Il y a tout un tas de subventions et d'aides dans ce pays qui permettent à des startups de faire de la contrainte des leviers d'opportunité. Donc on a deux solutions. La réflexion autour d'une dotation à l'instar du PASS-pays, de l'INPI, et de continuer à favoriser l'innovation puisque de nouveaux métiers émergent des contraintes réglementaires. Je vais clore là cette première table ronde, mais je crois en effet qu'il y a un accompagnement, il y a un SAV à la loi qui est extrêmement nécessaire et qui n'est jusqu'ici pas garanti. Et je crois en effet qu'il faut bien comprendre ce qui nous arrive comme un magnifique levier de compétitivité, mais encore faut-il se donner les moyens. Et c'est amusant de aussi mal comprendre, je parle sur l'appareil d'État, le question de levier de développement que représente le RGPD et tous les métiers annexes. Et on va voir combien dans les collectivités territoriales, on va glisser sur les collectivités ou les pas. Bonjour, j'ai juste une dernière question, Aude Fournier, avocat, sur la notion de traitement occasionnel, qui est donc une exception, une des exceptions à la tenue d'un registre, c'est bien ça, pour les PME de moins de 250 salariés, il me semble. Donc est-ce que des critères ont été dégagés pour définir ce que c'est qu'un traitement occasionnel? Parce que vous en doutez bien, beaucoup de PME vont essayer de se soustraire aux obligations du RGPD et de rentrer dans cette exception. Je vais vous donner un exemple, puisqu'on m'a posé la question il y a avant-hier, donc j'ai trouvé cet exemple. Vous préparez un événement comme celui-ci aujourd'hui, il va être occasionnel. Voilà. Et vous avez des salariés, il vaut mieux avoir un registre. Donc, faites-le. Par exemple, pour des associations qui reçoivent des dons, qui n'ont pas de salariés. Des dons reçus. Voilà, on reçoit effectivement des noms, prénoms, coordonnées peut-être bancaires. Est-ce que c'est de l'occasionnel ou pas? Voilà. Ou est-ce qu'il faut attendre d'être des cobayes pour... Oui, ben là, il y a une approche, on va être pragmatique, hein, on va s'inspirer des anglo-saxons. Moi, j'appelle ça l'approche par les risques. Oui. Hein, donc, je ne joue pas avec le relevé bancaire. Mais vous savez que parfois, les avocats, on tente d'obtenir le blanc-seing des avocats et de nous pousser dans nos retranchements. Donc, bien sûr, nous, on est ceinture bretelle et on leur oui, ben là, je ne serais pas ceinture bretelle et pantalon. Je pense à la responsabilité pénale de mon président courageux d'association. Ouais. Enfin, ici, ce n'est pas un tribunal, parce que c'est le juge qui, au final, aura la définition. Toute l'affection que j'ai pour le barreau, et notamment Maître Charvet, voilà. Et vous-même, je pense que beaucoup de questions trouveront leur solution, comme d'habitude, devant cet homme ou cette femme remarquable qu'est le juge, et auquel je sais vous faites toutes et tous confiance.